Bonjour et bienvenue dans Scénographie des possibles. Le podcast qui interroge les créatrices et les créateurs d'espaces éphémères, aujourd'hui à l'heure du digital, de l'immédiat et du spectaculaire. Je suis Clémence Chiron et aujourd'hui, je vous propose de découvrir la scénographie plasticienne Andrea Baglione, dont l'atelier est basé à Paris. Je me dis, si je ferme les yeux, alors qu'est-ce qui me reste ? Qu'est-ce que je vais sentir de l'espace ? Est-ce que je vais sentir une profondeur ? Est-ce que je vais sentir du chaud ? Est-ce que je vais sentir du froid ? Qu'est-ce qui va permettre de faire rebondir l'action ? Et alors là, du coup, je me tais. Je me dis comment par l'espace même, il y a un dialogue qui peut se mettre en place sans parler, dans ce que l'espace évoque et dans ce qu'il permet. Et puis, il y a un autre moment où je bouche mes oreilles, où j'entends pas, parce que qu'est-ce qui se passe au niveau rétinien, juste sur la surface, quelle couleur, quel matériau, voilà. Andrea Baglione s'est formée d'abord à la philosophie et aux lettres modernes, puis elle a rejoint l'atelier scénographie de la IR Strasbourg, la Haute École des Arts du Rhin, dont elle est diplômée en 2015. Depuis, la scénographe a assisté plusieurs compagnies, comme par exemple le Diphtongue à Marseille, dirigée par Hubert Collat, et avec qui elle travaille régulièrement. Pour elle, les scénographies sont d'abord des collaborations à part entière avec les compagnies qu'elle accompagne. Elle travaille entre autres avec le metteur en scène Arnaud Pirot du groupe En Fonction, la compagnie Les Divins Animaux ou l'interprète et chorégraphe Madeleine Fournier. Elle a également cofondé avec Alexandra Grandjacques l'atelier de scénographie d'exposition Scénotype. Entre théâtre, performance et réalisation vidéo, Andrea Baglione dit qu'elle explore les différentes possibilités pour désapprendre à voir. Alors avec Andrea Baglione, on a parlé de ce qu'est ou de ce que n'est pas un scénographe, de ses apprentissages auprès d'autres scénographes en Europe puis en France, de l'installation photosensible Orla, actuellement en cours de création. Je vous laisse découvrir cette conversation. C'est parti et bonne écoute. Bonjour Andrea. Bonjour. À chaque début de collaboration, vous faites une mise au point avec les compagnies avec qui vous travaillez pour expliquer ce qu'est le rôle et ce que n'est pas le rôle d'un scénographe. Alors, pour vous, c'est quoi être scénographe ? Alors, c'est pas tout à fait une mise au point dans le sens où ça paraît un peu définitif, mais j'explique en tout cas, moi, ce à quoi je m'engage en tant que scénographe à faire, là où j'imagine que se situe en fait le champ de la création. Et c'est vrai que comme c'est assez peu défini, c'est bien de savoir pour soi ce qu'on entend par là, et ce qu'on entend par la scénographie. Et du coup, je pense que d'une certaine manière, dans cette mise au point, je définis mon champ d'action. Et alors, ça veut dire que je suis dans un accompagnement vis-à-vis du texte pour essayer de donner une forme tangible dans l'espace, pour essayer de transformer en fait l'idée des metteurs en scène ou voilà, et de lui donner corps avec des matériaux, de la lumière. Ça, c'est de la scénographie. La scénographie, ça peut être aussi trouver du sens par rapport aux enjeux du théâtre ou dans quelle esthétique on se situe. Pour moi, la scénographie, ça permet en fait de situer le regard. C'est un travail vraiment sur le regard du spectateur, mais aussi le regard des comédiens entre eux, le regard du texte sur le monde, et ça vient retranscrire par le biais de l'espace et de la lumière, parce que j'oublie jamais la lumière, qui est un acolyte, ou alors je la fais aussi. Par ces biais-là, en fait, voilà, ça vient vraiment, à mon sens, c'est vraiment tout ce qui écrit le regard. Qu'est-ce qu'on voit, comment on le voit. Voilà. Le scénographe n'est pas forcément régisseur plateau. Moi, je fais pas ça. N'est pas forcément constructeur. Je peux faire des objets, mais en tout cas, je m'engage pas dans la construction des décors à chaque fois. Ça dépend des budgets. Je suis pas constructeur associé. C'est vraiment dans le champ de l'écriture, et on va dire que si le metteur en scène qui a aussi ses idées, les compagnies qui ont aussi leurs idées, leur vision du texte, d'un rapport de présence vis-à-vis des comédiens, ils veulent voir jaillir une humanité, mais cette humanité, elle jaillit jamais hors d'un contexte. Et moi, je suis là pour comprendre
dans quel contexte on va montrer ces êtres humains qui jouent. Ok. Merci, c'est une définition à la fois précise et en même temps large qui s'adapte à plein de situations. Oui, sans doute. Après, effectivement, il y a quelque chose d'un peu métaphysique, sans doute, mais ça, c'est aussi mon travers, en tout cas. Et donc, il y a autant de scénographes qu'il y a autant d'individualités. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois cette pratique. Ça marche, merci. Donc, vous nous avez dit ce qu'était ou ce qui n'était pas un scénographe pour vous, c'est votre définition. Et aujourd'hui, vous travaillez principalement avec des théâtres publics, des théâtres subventionnés par l'État, et des compagnies de danse ou de performance, ou des compagnies de théâtre aussi. Et vous aimez cette multiplicité des possibles. Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans, dans le fait d'avoir plusieurs casquettes à la fois et de travailler sur différents champs? Alors, ce qui m'intéresse, c'est qu'à chaque fois, je rencontre des visions du théâtre ou des visions du spectacle ou des visions de la danse, des écritures en fait différentes, qui s'inscrivent aussi dans des contextes différents, avec des attentions qui sont pas portées sur les mêmes choses. Et donc la scénographie, en fonction de là où on porte une attention, ou ce qu'on veut faire jaillir ou dire, ou là où on porte le sens, va en être transformé, ou voilà. Par exemple, pour des compagnies de théâtre avec des metteurs en scène plutôt installés pour lesquels je peux travailler, il y a là, puisqu'ils sont suivis, ils ont une économie aussi suffisante pour en fait, s'ils ont le souhait de vraiment travailler avec la scénographie comme langage, ils peuvent le faire. Et donc là, l'espace, le plateau, devient un terrain de jeu, mais aussi pour être dans l'idée qu'on se fait du grandiose, peut-être, l'idée qu'on se fait d'une sorte de beauté aussi. Ça correspond à une esthétique. Derrière chaque esthétique, il y a aussi des enjeux politiques et des enjeux économiques. Et après, moi, j'aime ne pas rester forcément dans des familles, mais passer de l'un à l'autre avec la danse. Là, c'est assez nouveau pour moi, mais l'espace, pareil, ne doit pas prendre le pas sur le corps. Il n'est pas narratif de la même manière, parce que la danse est plus abstraite. Donc, par cette abstraction, il y a vraiment tout un rapport qui est beaucoup plus sensible, sensitif. On cherche pas le sens au même endroit. Pour les performances, pour l'objet des performances, ça, c'est des projets personnels, par exemple, où je viens mettre vraiment, je viens questionner ce rapport-là qu'on a à la chose vue, qu'est-ce qu'on voit, qui je suis quand je vois, et quand je vois quelque chose, qu'est-ce que ça dit de moi. Vous dites dans votre biographie sur votre site que vous cherchez à désapprendre à voir. Oui, c'est quelque chose, oui, il y a un jeu où j'imagine, on vient au monde et puis on va avoir une langue, des parents vont nous transmettre des valeurs, on va y adhérer parce qu'on n'a pas encore d'esprit critique, on va du coup nous transmettre aussi une façon de voir, une façon d'être au monde, et tout ça c'est un apprentissage de la vision. On va apprendre à se sentir parfois au-dessus de certaines choses, en dessous d'autres. On apprend des rapports. Et donc, dans le fait de voir qu'est-ce qu'on voit, il y a tout ça qui se joue. Et donc, désapprendre à voir, c'est essayer d'être un peu moins sachant, un peu moins savant, et retrouver une sorte d'étonnement, une perte dans ce qu'on peut appréhender du monde. Une perte de quoi ? Une perte de ce qu'on pense justement saisir. Dans le désapprendre à voir, c'est un philosophe qui en parle, Bergson, par rapport à, il a vraiment toute une pensée par rapport à la perception. On ne perçoit jamais hors de soi, hors de qui on est. Mais du coup, pour moi, désapprendre à voir, c'est une façon de continuer à être surprise. Je pense qu'il y a quelque chose aussi de l'enfance en moi, ou ce qui m'a mené jusque-là, qui va encore tenir bon, qui va encore s'illusionner, alors que je suis adulte, donc ça paraît être une folie. Sauf que ça, je le sublime, on va dire, dans cette pratique-là de la scénographie, qui est que l'espace peut être autrement, les codes peuvent être autres par le biais de la fiction, mais aussi par le biais du hors-monde qui est le monde, qui est le théâtre. Dans le théâtre, on peut se dire que c'est dans cette petite boîte noire, on extrait quelque chose du monde, on le montre,
Et du coup, comme il est montré, on peut être à distance et en même temps très proche parce on l'éprouve différemment. On va revenir un petit peu sur justement le parcours que vous avez eu pour en arriver là, à ces questionnements de désapprendre à voir. Et vous avez assisté la scénographe Elissa Abir, qui est une scénographe allemande qui travaille à la frontière avec Strasbourg à Kehl. Lorsque vous étiez à la IR, la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg, vous m'aviez dit que ça vous intéressait de travailler avec des femmes, notamment. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? Bien sûr. J'ai travaillé alors avec des femmes et puis à l'étranger. Parce que j'ai travaillé avec Elissa Abir et puis, vous venez d'en faire la description, et Janet Bird en Angleterre, dans les théâtres royaux de Plymouth, Édimbourg et au Royal Albert Museum. Parce que je pense que c'est un métier qui peut ressembler, ou en tout cas à quelque chose où il y a beaucoup d'abnégation. On est amené à cumuler, à être toujours dans une sorte d'imprévu. Je suis intermittente. L'intermittence, c'est quelque chose qui peut être attaché à une certaine précarité aussi, dans le sens où on peut rien prévoir. Et puis, c'est une pratique qui, pour moi, est une passion aussi. Donc, c'est chronophage, mais j'adore. Je suis là pour ça. Et que je pouvais, du coup, dans ce rapport-là, ça peut ressembler parfois à une vie de bonne sœur, quoi. Tellement, ou de chercheur, mais tellement ça, en tout cas, pour moi, ça me questionne. C'est là tout le temps. Et je me demandais aussi, je voulais faire ça, ce métier-là, mais je voulais comprendre comment, dans ce cheminement-là, j'allais avoir de la place pour être mère, par exemple. Et aussi, je me sentais, moi, un peu, parfois, limitée par ma féminité. Je trouvais qu'on me parlait un petit peu comme si j'étais idiote ou fragile. Et du coup, en collaborant avec des femmes, je cherchais un pied d'égalité aussi. Et je voulais voir comment elles se débrouillaient pour en prendre de la graine. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose vis-à-vis des femmes où on est face à des regards d'hommes dans le travail. J'étais assez vite ramenée à des rapports de pouvoir qui se jouaient dans quelque chose d'attente, de séduction. Et ça m'intéressait pas trop. Je voulais pas perdre mon temps avec ça. Et qu'est-ce qu'elles vous ont appris alors, ces femmes ? Alors, avec Janet Bird, c'était génial parce qu'elle m'a fait confiance en sachant que j'avais pas du tout d'outils en fait pour l'assister au départ. J'étais étudiante, donc elle m'a laissé faire beaucoup de choses. Elle a accepté que je prenne du temps pour faire ces choses parce qu'il y avait le temps de l'apprentissage en plus, donc je sois pas efficace. Après, on travaillait sur des gros projets, donc avec des grosses économies, donc ça m'a aussi appris la temporalité, la charge de travail, les esthétiques, les attentes, le travail, la gestion aussi, la vie intime et de la pratique. Et puis après, Janet est très drôle, donc j'ai beaucoup rigolé. Donc ça m'a décomplexée aussi. Il y a un rapport qui est très très peu fervent. Il y a quelque chose où elle était scénographe comme on est boulanger. Donc il y a quelque chose où, et j'ai senti ça aussi en Angleterre, il y a quelque chose qui est beaucoup plus on y est, on y va, on va pas, c'est beaucoup moins peut-être, en tout cas tel que moi je le recevais par comment je me situais en France. J'ai eu quelque chose de beaucoup moins dans l'adoration et donc beaucoup plus dans l'action, et donc du coup tu saisis tes moyens, et alors là ça y est, tu te sens capable de faire des choses. Sinon, si t'es dans l'adoration, si t'observes, si tu dis oh, mais c'est grand, mais t'es empêché. Ouais, et la peur fait que ça coupe tout. Oui, ça coupe. Et avec Elissa, c'est pareil. Après Elissa, c'était une sacrée chance puisque elle avait été intervenante à la IR et elle nous avait fait faire au cours d'un workshop une expérience de l'espace incroyable où on a été les yeux fermés, les yeux bandés, on a été emmenés dans un lieu et on devait le redessiner. Wow. De mémoire avec tout ce qu'on avait vécu, et ce moment-là sans le voir, sans l'avoir vu.
Et donc, et cette chose-là a été formidable et ça a été, je pense, un vrai baptême du métier de scénographe. Parce qu'après ce rapport-là, cette chose-là, je le retrouve tellement avec des nouvelles collaborations où je vais travailler avec quelqu'un, où je vais sentir des choses, mais sans pouvoir les voir. Et petit à petit, au fur et à mesure, par le biais de l'imaginaire, il y a un espace, il y a quelque chose qui va prendre forme. Cette expérience-là, elle est au fondement maintenant de ma pratique. Et c'est intéressant parce que justement, la scénographie, c'est vraiment l'art de créer des points de vue et de proposer, de ressentir un espace sans le voir. Ça pose aussi des questionnements d'accès à un espace pour toutes les personnes et tous les handicaps. Il y a des personnes qui ne peuvent pas voir les scénographies. Ça, vous avez déjà travaillé dessus ou pas du tout? Pour être tout à fait honnête, non. Après, en ayant travaillé pour des scénographies de musées, j'ai essayé d'être polysensorielle, d'amener le son, d'amener de la matière dans l'espace, dans la construction d'un parcours de muséographie. Mais après, c'est vrai que la position de l'aveugle, la position du sourd, de la personne qui ne peut pas parler, j'ai l'impression qu'à dans chaque étape, il y a un moment donné où je suis aveugle, il y a un moment donné où je suis sourde, il y a un moment donné où je ne peux pas parler. D'étape de la création. De la création d'une scénographie, parce que où je me mets en tout cas dans ce corps-là, dans cet état de corps-là, où je me dis si je ferme les yeux, alors qu'est-ce qui me reste ? Qu'est-ce que je vais sentir de l'espace ? Est-ce que je vais sentir une profondeur ? Est-ce que je vais sentir du chaud ? Est-ce que je vais sentir du froid ? De quoi les corps au plateau ont-ils besoin ? Qu'est-ce qui va être un élément de jeu aussi ? Qu'est-ce qui va permettre de faire rebondir l'action ? Et alors là, du coup, je me tais. Je me dis comment par l'espace même, il y a un dialogue qui peut se mettre en place sans parler, par les formes, dans ce que l'espace évoque et dans ce qu'il permet. Et puis il y a un autre moment où je bouche mes oreilles, où j'entends pas, parce que qu'est-ce qui se passe au niveau rétinien, juste sur la surface, quelle couleur, quel matériau, voilà. On va dire que c'est des états de corps par lesquels je passe pour me projeter dans la création d'une scénographie. Ok. Donc, vous nous avez parlé des états de corps, là, ces états de corps dont vous nous parlez. Vous avez fait de la création scénographique, mais vous avez aussi eu l'occasion de faire de la production d'événements scénographiques. Et là, je vous parlais d'un événement que vous avez fait lors de votre diplôme de fin d'études à l'AIR qui s'appelle Scénopolis. Et en tant qu'ancienne étudiante de l'école qui n'a pas vécu cet événement, ça a été un moment assez marquant pour la formation. Parce que vous avez transformé les diplômes de maquette à des diplômes en volume, des diplômes un peu événements. Et est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'était Scénopolis et ce que vous avez voulu faire, ce que la promotion dans laquelle vous étiez a voulu faire? Oui. On était 12 étudiants en scénographie en dernière année à la Haute École des Arts du Rhin. Et puis il y avait quelque chose où, en fait, 2 années auparavant, j'avais vu des diplômes, donc de fin d'année, pareil, des 5e années, qui m'avaient bouleversée. J'avais trouvé que c'était des formes, où du coup, les étudiants scénographes jouaient, se mettaient en scène, écrivaient aussi, que j'avais trouvé touchantes, bouleversantes. J'avais vu des choses et j'étais frustrée pour eux, que ça n'ait lieu qu'en petit comité et pour une si courte période qui était juste 2-3 représentations tout au plus, mais surtout le petit comité. Je gambergeais, je me disais je pourrais monter un festival dans le village de ma mère dans le sud de la France, et puis comme ça les spectacles que j'ai vus qui m'ont tellement plu, je pourrais les montrer à d'autres sur la place du village. J'avais une sorte d'utopie comme ça, et c'est assez drôle parce que on s'est retrouvés parmi les 12 à avoir un même désir, en fait, de faire un festival pour montrer les formes, pour les faire vivre et rencontrer un public. Et donc on s'est retrouvés autour de ce même désir, et puis après il y avait aussi l'idée de transformer les rivalités de diplômes pour aller au-delà et se trouver soi-même aussi en tant qu'être humain, et en tant que scénographe, en tant qu'artiste, créateur ou artisan, peu importe, et dépasser le statut d'élève qui va être noté
et être au-delà de ça. Et du coup, dépasser nos propres attentes. Ça, c'est pas facile. Ça, c'était pas facile, mais l'union fait la force. Et après, moi, j'avais un grand amour pour tous mes collègues. J'étais fan de leur singularité et j'ai trouvé ça magnifique et ça me donnait de la force aussi à moi-même de les trouver si forts, de les trouver si intéressants, et j'avais envie de voir exister cette multiplicité des points de vue, quoi. Et j'avais un truc, je me souviens, j'avais trouvé cette citation de Che Guevara. Il n'y a pas de révolution sans un grand sentiment d'amour. Et ça, je l'avais accroché dans la salle de cours qu'on avait en commun. Parce que c'était mon dada, quoi. J'étais là. C'était la phrase. Ouais, c'était la phrase. La phrase de l'année. Ouais. En tout cas, pour moi, voilà. Je trouvais que on allait pouvoir bien plus, en tout cas, s'éprouver, se dépasser dans ce format-là. Et puis même rencontrer aussi la réalité du vivant, du spectacle vivant, du théâtre, de la performance, en rencontrant un public et puis en rentrant dans une logique aussi de production d'autres personnes à convaincre. Donc la région, l'université, en allant chercher des fonds en fait. Après, on a été aidé aussi par le directeur de l'école et puis les professeurs de la section qui nous ont aidés à trouver un lieu et puis qui nous ont aidés aussi à trouver des subventions. Après, on a monté des premiers dossiers. On était 2 sur les budgets de production, donc je suis allée chercher parmi des amis ou des connaissances à Sciences Po ou qui étaient déjà impliqués dans les politiques culturelles pour savoir comment monter ce genre de choses. J'étais complètement ignorante, normale. J'avais jamais fait ça. Et ça aussi, ça donne de la force, ça donne du pouvoir pour soi-même. Et je crois que c'était vraiment ce qu'on voulait tous, éprouver notre force. La sentir, quoi. Et puis se faire rêver, parce que cette occasion-là, elle allait pas se reproduire, on en avait bien conscience, et on se disait, mais le festival Scénopolis, ça a été 12 spectacles en continuité, pendant tout un week-end, qui se succédaient dans un même lieu, avec 2 salles différentes, donc toutes les heures. Donc on était à la fois parfois interprète, régisseur pour les uns pour les autres et en même temps auteur, metteur en scène pour nos propres projets. Donc il y avait cette chose-là aussi de camaraderie joyeuse et de fatigue, d'épuisement, mais avec joie, plaisir, voilà. Ouais, c'est très beau justement la manière dont ça a été marquant en tout cas dans l'histoire de la section. Pour cet événement-là, vous avez été à la production des dossiers comme vous le dites, et ça derrière ça vous a servi pour ce que vous avez. Enfin, aujourd'hui, il y a des projets pour lesquels ça aurait été beaucoup plus compliqué peut-être. Ça permet de voir comment on se débrouille tout seul aussi, mais après du coup de comprendre quel est le maillage économique, dans quoi on s'ancre. Qui sont les partenaires, où trouver des sous, parce quand on a rien. Et du coup, il y a un truc de débrouillardise aussi que beaucoup doivent développer. De toute façon, on commence, il y a rien. Que voilà. C'est vrai que ça a été un apprentissage plutôt du fait de comprendre quel lieu, quelles institutions, qui pouvaient être nos complices aussi, et où ancrer notre délire, voilà, avec qui le porter, comment le faire. Et donc après cette étape-là du diplôme en 2015, ensuite vous êtes parti à Berlin et ensuite vous êtes arrivé à Marseille. Oui. Et là à Marseille vous avez rencontré quelqu'un qui s'appelle Hubert Collat, metteur en scène et scénographe pour la compagnie Diphtongue. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre-là? Hubert Collat, j'avais très très envie d'être son assistante à la scénographie parce que je voyais dans ses mises en scène, dans son écriture et dans son appétit aussi, parce qu'il a aussi le festival Actoral à Marseille et un lieu qui s'appelle Montevideo pour les écritures contemporaines. Dans son appétit, dans ses questionnements, quelque chose que je sentais proche de moi, de là où j'avais envie de m'épanouir, de chercher, de m'émanciper, et d'une exigence aussi à laquelle j'avais envie d'être confrontée. Et Hubert Collat, voilà, il est écrivain, il est scénographe, donc et il a
une vraie pensée plastique aussi, et un vrai goût aussi pour la narration plastique. C'est-à-dire que l'objet, les matériaux, il y a quelque chose de l'ordre du plasticien, du peintre et du poète aussi. Et il écrit de la même manière qu'il met en scène, qu'il met en scénographie, on va dire, avec un esprit poétique. Et c'est-à-dire, c'est un mot qui est très employé aujourd'hui, mais en jouant sur des matières, la synesthésie aussi, des matières, des lumières. Il y a quelque chose d'assez total que je trouve, du coup, il y a une grande liberté aussi là-dedans, et j'avais envie de voir, voilà, comment ça fonctionnait, par où ça passait, et c'est comme ça que j'ai cherché à collaborer avec lui, et j'ai eu de la chance parce que ça a fonctionné, voilà. Et vous travaillez même encore de temps en temps ensemble, même aujourd'hui. Oui. Donc et pour continuer sur cette idée de l'image, mais de l'image plutôt exposée, vous avez fondé avec Alexandra Grandjac l'atelier Scénotype, pour lequel vous réalisez des expositions expérimentales, c'est ça ? On dit ça parce que donc Alexandra, elle est scénographe, on vient de la même promo, à la IR, et elle est aussi graphiste. Et moi, j'avais depuis le début cette appétence aussi pour la mise en scène ou quelque chose de plus performatif rattaché à la scénographie. Et Alexandra également. Et c'est vrai que de fait, quand on a créé Scénotype, on s'est retrouvés vraiment avec l'idée que la muséographie raconte aussi une histoire, et l'expérience qu'on propose, le parcours qu'on propose pour les spectateurs peut être fourni. Enfin, la scénographie peut être plus généreuse que juste des cimaises et des couleurs. Il y a tout un jeu sur les sensations, sur les lumières, sur aussi la façon dont elle prend l'espace, qu'est-ce qu'elle couvre, qu'est-ce qu'elle découvre, comment elle rentre en relation avec aussi le lieu qui accueille une exposition. On a fait par exemple ensemble une exposition pour le musée du bagage à Haguenau, en Alsace, et c'est vrai que c'était donc le thème, c'était du grand tour au tour opérateur, et l'idée c'était comment on raconte ce parcours-là et comment on fait parler les objets d'eux-mêmes. Parce qu'il y avait beaucoup de valises, beaucoup de bagages, et donc on s'est questionné sur l'idée du voyage, du parcours, et comment une scénographie pouvait porter ça aussi. Et comment avez-vous réussi à faire parler ces valises ? Alors, pour faire parler les valises, on s'est dit qu'il fallait aussi, en fait, on avait l'envie de les faire flotter dans l'espace. Vraiment, qu'on soit comme si on n'avait que ces objets-là dans l'espace. Et donc, on a travaillé avec une scénographie filaire, en fait, avec des tubes métalliques blancs, et pour dévoiler aussi le lieu dans lequel cette exposition avait lieu, qui était une ancienne banque, donc avec tout un passé, et puis aussi une charge, et rentrer en communication, en fait, entre le charme, la désuétude, et puis la force aussi de ces objets mâles qui dataient donc des premiers temps du voyage jusqu'à nos sacs à roulettes, voilà. Et faire communiquer cette ancienne banque aussi, on trouvait que c'était un mix en fait à réussir. C'était ça qu'il fallait mettre en lien. Et puis après, oui, il y avait cette idée de faire flotter les valises, et que à chaque fois on se sente dans, par exemple, pour chaque station, pour chaque univers, la façon dont elles étaient montrées soit plutôt en ligne, soit plutôt regroupée, soit en hauteur, soit très en bas. Le corps puisse être impliqué d'une certaine manière, qu'il ressente en fait comment on utilisait la valise, et aussi de quelle manière on se figurait le voyage à chaque période. Par exemple, un temps très très long pour le grand tour, donc c'était fait généralement par la noblesse qui allait à Rome, qui pouvait partir aussi à l'est de l'Afrique, et c'était une manière de s'instruire, et voilà. Donc c'était des temps longs,
Donc il y avait aussi, pour rendre compte de ça, un univers sonore. Et pour chaque période, Deauville, et bien là, c'était vraiment les vacances glamour. Donc on entendait aussi le glamour du festival de Deauville quand il a été instauré là-bas. Donc on entendait la bobine de cinéma, mais aussi les vagues et les calèches et tout ça. Donc c'était plus qu'une valise, c'était vraiment l'environnement où la valise emmenait. Exactement, un climat, un espace, mais qu'on donnait à sentir et pas à voir. On n'a pas figuré Deauville, on n'a pas mis d'image de Deauville, on n'a pas mis d'image du Grand Tour opérateur, on n'a pas mis d'image du Grand Tour à Rome, voilà. On a juste travaillé sur des suggestions sensibles. On revient à ce que vous disiez tout à l'heure, que ce soit avec l'expérience d'Elie Sabir ou ce que vous dites de désapprendre à voir, de ce truc-là, de ressentir un petit peu les ondes autour de vous qui se passent. Oui, parce que je pense que quand on est ramené à nos sensations, on est ramené à notre force. Et moi, je travaille beaucoup avec mes sensations et j'ai envie de pas tout dire aux spectateurs et qui convoque aussi son imaginaire et sa force qui se mobilise en fait, pour qu'ils sentent aussi comment il est relié autrement que par les informations, que par des images, que par en fait toutes ces autres choses avec lesquelles on communique, mais qu'on n'appelle pas communication et qui sont moins évidentes, voilà. Donc qui sont entre humains, on communique aussi avec autre chose qu'avec des mots. Avec l'espace, c'est pareil, on communique avec plein d'indices. De matière, de chaleur, mais aussi de vibration. Je pense que chaque forme a sa vibration. Voilà. Vous venez de dire là à l'instant que vous parlez à la fois du sensible, de ce que vous ressentez, de choses qui ne se voient pas forcément. Et aujourd'hui, vous travaillez sur une installation photosensible qui s'appelle Orla et qui est autour du principe de la caméra obscura, la chambre noire. Qu'est-ce que c'est la caméra obscura ? Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est ? Oui, la caméra obscura, c'est d'abord ce qu'il y a à l'intérieur d'un appareil photo. On pourrait dire que c'est son ventre. Maintenant, je vais vous expliquer un peu d'où ça vient. Donc, c'est assez vieux. C'est vieux comme le monde, quoi. Ça date d'avant Platon. Voilà, on les situe les premières en Grèce, voilà. En tout cas, notre héritage gréco-latin, voilà. C'est tout simplement un dispositif optique. Il y a dans une boîte complètement hermétique à la lumière, donc tout à fait obscure, on perce un petit trou par lequel la lumière s'engouffre et naturellement, tout ce qu'il y a à l'extérieur de la boîte se retrouve projeté à l'intérieur. En fait, c'est tous les rayons lumineux viennent taper dans le fond de la boîte. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir en physique-chimie quand on étudie la vision. Donc l'image apparaît dans le fond de cette boîte, renversée, légèrement floue. Et en fait, dans l'appareil photo, il n'y a rien d'autre que ce dispositif avec des miroirs et avec des lentilles pour avoir des focales et avoir de la netteté et remettre aussi l'image après à l'endroit. Notre œil fonctionne de la même manière et notre cerveau remet l'image à l'endroit par contre. Oui, automatiquement. Ouais. Et qu'est-ce que cet objet vous inspire alors ? Alors la première fois que je me suis retrouvée face à cet objet, face à une caméra obscura, c'était dans la visite d'un château en Italie et c'était utilisé, donc ça a été utilisé, on va dire, comme dispositif pour observer les astres, les noter, comme dispositif de surveillance aussi, puisque en fait on peut voir sans être vu dans la caméra obscura. Et donc je l'ai vu dans une tour de surveillance d'un château en Italie. D'un seul coup, dans cette tour, je voyais toutes les personnes passer sur une place. Et ça m'a fait un effet incroyable parce que c'est pas du cinéma, c'est pas de la vidéoprojection, c'est pas de la photographie. J'avais quand même l'impression d'être face à une matière, la matière lumineuse, pleine de photons, de pigments, de choses, mais que je ne pouvais pas capturer, qui n'étaient pas capturables. Et en même temps, dans cette posture un peu de voir sans être vue, que je trouvais très contemporaine en fait, très voyeuse, qui me faisait vraiment penser à moi sur Facebook ou quoi, ces choses-là en fait dans lesquelles on est mis. Donc j'ai senti sa contemporanéité, et aussi à quel point ça questionnait
la notion de représentation, puisque c'est une copie du réel, c'est le reflet. Et je me suis sentie un petit peu invitée par cet objet, puisque la scénographie, c'est aussi ça. Au départ, les premiers scénographes, c'était des peintres illusionnistes. Donc ça reproduit. C'est le double, c'est l'écho. Dans cet écho-là de l'image, j'ai senti que il y avait quelque chose, quoi. Et après, c'est un mode d'apparition qu'on n'a plus l'habitude d'avoir, qu'on n'a plus l'habitude de sentir. Et en faisant des recherches, je suis tombée sur une thèse de David Hockney, que je trouve super intéressante, qui est que l'histoire de l'art pourrait en fait être pensée comme la saisie, la fixation du reflet, de ce reflet. C'est-à-dire, au départ, la caméra obscura, ça a été un dispositif utilisé aussi par des peintres. Donc, ils apposaient à ce reflet les pigments. Donc, ils fixaient l'image par le biais du pigment. Par la photographie, c'est le papier photosensible qui a fixé l'image par le biais des chimies. Et puis avec du coup on va dire le cinéma, ça reprend le même procédé avec la bobine, voilà, mais avec la tension de comment fixer ce reflet. Et donc qui traverse aussi toute l'histoire de la représentation, comment fixer le double, l'écho du réel, comment le saisir, comment le posséder aussi. Et du coup, la performance Orla se situe un petit peu au cœur de ce questionnement où j'invite le spectateur à rentrer dans une caméra obscura géante et il ne verra le spectacle, ou en tout cas ce qui lui sera proposé, que par le biais de cette caméra obscura. Donc il va y avoir une interprète, une danseuse qui va lui jouer des fragments de son passé ou de son futur, parce qu'il y a quelque chose d'une étrange nostalgie. On a comme l'impression de voir le futur dans le passé, parce que les images sont légèrement floues, un peu à l'envers, donc il y a quelque chose qu'on ramène aux photos argentiques ou aux bobines de cinéma. Et du coup, je trouve que ça nous met aussi dans un mode dans une temporalité pour recevoir l'image que je trouve extrêmement intéressante aujourd'hui, où les images en fait sont arrivent avec une vitesse incroyable. Et là, du coup, c'est du slow réception. Je sais pas comment dire, mais je pense que dans cette réception-là, dans cette temporalité-là, il y a quelque chose qui renoue avec le rapport au magique aussi. Ça paraît magique, alors que c'est bête comme tout. Mais on n'a plus l'habitude de voir cette image-là, ce reflet-là. Et du coup, je trouve que c'est un rendez-vous que j'avais envie de reproduire, justement pour désarçonner un petit peu le regard. Voilà. Mais sur cette capacité du monde à vouloir fixer les images et les capturer, j'ai l'impression qu'on y est encore même avec le téléphone, même si la magie elle est mais là maintenant c'est assez hallucinant, c'est-à-dire que je vois, je capture. Oui, et je ne regarde pas. Et je regarde même pas, mais j'ai dans mon téléphone. Après j'observe plus que je ne commente d'un point de vue moral, éthique ou quoi. J'observe que moi-même, moi la première, je vois quelque chose et j'ai parfois ce besoin d'emblée, comme dans un second mouvement qui est devenu quasi instinctif, de le saisir, de le capturer avec mon téléphone. Et du coup, cette prise, cette capture-là, ça me questionne. Qu'est-ce que je viens chercher là-dedans ? C'est quoi le petit pouvoir que j'essaye d'avoir sur le réel ? Et comment m'en déprendre ? Voilà. Et donc c'est un petit peu le ferment de l'écriture de cette installation photosensible qui est en cours, donc je peux pas en dire davantage, mais j'aimerais bien que ce soit visible dès l'été prochain, dans un an. 2022. Ouais. Et la place des spectateurs, alors où est-ce qu'elle sera exactement ? Ils seront mobiles. Ils vont avoir une expérience de 5 minutes, donc un petit peu fête foraine, mais c'est drôle parce que dans l'histoire du Sténopé, ça a été aussi utilisé dans des fêtes foraines pour être voyeur, parfois de choses du type pipe show, parfois de choses juste une sorte de spectacle du regard. Donc c'est l'endroit aussi où ce qui est représenté devient un divertissement. Donc il y a c'est incroyable cet objet, comme en fait il est au cœur de tous les questionnements sur la représentation et de tous ces travers aussi, du voyeurisme au contrôle, à la capture, et en même temps de tout ce rapport qu'on a au visible et à l'invisible, au magique, à l'évanescent, au fantomatique, et qui pouvait, au spirit, qui pouvait aussi y avoir au début. Il y a eu une grande période dans la photographie où d'un seul coup on avait l'impression qu'on pouvait voir les esprits.
on pouvait voir ce que notre regard ne nous permettait pas de voir. Que d'un seul coup, on pouvait capturer les choses. Et du coup, il y a eu un élan spirit, et donc ça a donné du grain à moudre à l'imaginaire. Mais je trouve que c'est très beau. Enfin, peu importe la réalité, c'est qu'est-ce qu'on a comme objet pour la transformer, pour la faire parler. Et je trouve qu'il fait que cet objet-là, la caméra obscura, en tout cas, fait parler la réalité d'une drôle de manière. Et donc, en tout cas, moi, c'est mon interprète. Et j'essaye de le mettre en scène, quoi. Et les spectateurs vont être amenés à rentrer dans une caméra obscura et à faire l'expérience de cette image-là évanescente et fantomatique. Il y a quelque chose où j'ai déjà fait des tests, en tout cas. Plusieurs résidences, quand on rentre dans la caméra obscura et qu'on voit le réel dans son écho renversé et légèrement flou, comme on ne sait pas tout de suite ce qu'on voit, on ne sait plus vraiment qui on est. On oublie qui on est. Ou en tout cas, on se retrouve autrement. Et je trouve que ce mouvement-là, il est très très fort. Ouais, c'est vrai que le moment où l'image se révèle face à nous et où la lumière et les ombres créent les images, c'est où on donne plus d'importance à une partie ou à une autre. Finalement, la photographie se transforme aussi en scénographie. Oui, tout à fait. Complètement. Et c'est vraiment ce terrain-là qui est mon terrain de jeu entre la photographie, le cinéma et la scénographie, l'espace. Et puis aussi la danse, parce que la danse, permet aussi de trouver des trajectoires dans l'espace. Entre les spectateurs. Entre les spectateurs, mais aussi les danseurs travaillent énormément avec l'espace. Ils travaillent avec le rythme, la musique, beaucoup, et avec l'espace, parce que le corps est dans le monde, et que le monde est dans le corps. Alors, c'est toujours cette double digestion, transformation. Le corps transforme le monde comme le monde le transforme. L'image transforme le corps comme le corps transforme l'image aussi. Comment ça se fait qu'on se met tous à avoir le même style vestimentaire? Comment ça se fait qu'on se met... Pourquoi les femmes avaient la taille très très fine à une période, ont des grosses fesses aujourd'hui? Il y a des canons. En fait, on se transmet des images. Il y a des choses qu'on digère. On a un rapport en fait vraiment de digestion avec le visible, quoi. Je sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà. Tout se transmet. Voilà. Le corps et l'espace résonnent ensemble. Oui, c'est ça. Et alors, aujourd'hui, donc vous nous avez parlé d'une scénographie ou d'une performance qui vous tient à cœur actuellement et que vous avez envie de développer. Mais est-ce que il y a d'autres types de scénographie que vous voulez aborder maintenant ou vous voulez approfondir? Je continue à faire la scénographe pour d'autres artistes. Et c'est plutôt les rencontres, là, qui vont me faire aller vers certains types de questionnements, donc certains types de scénographie. Mais je peux pas vraiment les prévoir. Je sais juste que j'ai encore envie de faire des rencontres, mais que j'ai encore... mais que je trouve que ça me donne beaucoup de force d'avoir cette espèce de recherche personnelle, cette pratique de la scénographie. Via ce questionnement-là du regard, des images, je réalise aussi des films et ça coïncide, ça cohabite. C'est pas chaque chose. En fait, cette même pensée scénographique me fait écrire aussi autrement, pas forcément pour l'espace, mais aussi pour l'image. Et ça participe en fait d'un même élan d'écriture. Après, les supports changent, les rencontres changent et du coup l'objet change. Mais cette chose-là que me permet le regard, c'est ce que j'appelle le regard scénographique. Donc il y a quelque chose où je joue à me dire ah, et si cet objet-là d'un seul coup était très très grand, et là s'il était très très petit, qu'est-ce que ça donne? Ah, et puis si d'un seul coup le sol est rose, qu'est-ce que ça donne? Et puis comment je vais travailler, comment je vais donner l'impression qu'on est dans une sorte de temps réduit ou de temps très long ou dans une saccade. Voilà. Toute cette chose-là, c'est, on va dire, ma petite popote, ma petite grammaire interne. Et autant j'ai ces questions-là, mais qui rentrent en résonance avec les questionnements des metteurs en scène quand je fais de la scénographie, autant après, ces questions-là, je les garde aussi pour moi et je les mets en résonance avec des projets, des objets, là, la caméra obscura. Et ça me fait produire, en tout cas, ou ça me fait imaginer des choses. Est-ce qu'il y a un projet d'espace, là, donc vous imaginez, vous mettez en résonance plein de grammaire, graphique, visuelle, sensible. Est-ce qu'il y a un projet d'espace un peu inatteignable pour l'instant, peut-être pour vous, enfin qui vous semble inatteignable, dont vous rêveriez ou que vous auriez envie d'atteindre? Non.
Par contre, j'ai vraiment un esprit de contradiction. Donc, je me demande toujours là où mon regard est figé. Dans chaque institution, il est induit une manière d'être, de se comporter et de regarder. Dans les musées, dans les théâtres, dans les cinémas. Et du coup, j'essaie toujours de me dire comment est-ce que je peux transformer ça. Alors, sans doute, cette chose-là est inatteignable parce que finalement, le poids de l'héritage est tellement fort qu'on n'y arrivera jamais. Ou qu'en fait, c'est se battre contre des moulins à vent, quoi. En tout cas, cette chose-là, cette espèce d'utopie d'un ailleurs, l'inatteignable, en fait, c'est plutôt mon moteur, quoi. Donc en soi, atteindre ce qui est inatteignable ou ce qui n'est pas réel ou transformer une idée du réel, c'est plutôt moteur et voilà. Ok. Et justement, pour parler de réel et d'écrire un petit peu le réel, on est dans un podcast de scénographie, un podcast ça parle de son. Vous nous avez parlé de cette question de la sensibilité que vous avez même sans voir à un espace. Est-ce que il y a un espace que vous pourriez nous décrire ou nous raconter, un endroit qui vous a inspiré, qui vous a redonné de l'énergie peut-être, ou qui vous a questionné, dans lequel vous aimeriez emmener les auditrices et les auditeurs de Scénographie des possibles? Vraiment le décrire comme si on y était. Je cherche quelque chose qui a une vraie empreinte, quoi. Alors oui, c'est un espace qui est de l'ordre du souvenir. C'était en maternelle, en fait. Il y avait un thème, c'était Kandinsky, peintre d'art abstrait. Et je me souviens qu'on nous a montré les peintures de Kandinsky et qu'on devait les reproduire. Et en fait, je n'ai plus jamais joué au Barbie comme avant, ni joué à la poupée comme avant, dans le sens où, en découpant les ronds, les triangles, les carrés, j'avais senti qu'il y avait un espace où mon imaginaire pouvait aller, pouvait voyager. J'avais envie d'aller dans le tableau. Est-ce que vous pouvez décrire ce que vous avez vu? C'est des aplats avec des formes colorées, mis avec une certaine rythmique dans l'espace, donc triangle rose, rectangle bleu, cercle jaune, et toutes ces formes géométriques, en fait, on a l'impression qu'elles font du bruit. Et ça m'avait vraiment marqué. Et du coup, c'est comme si j'avais entendu quelque chose qui n'était pas sonore. Et je me souviens petite, en fait, de m'être fait la réflexion qu'on peut entendre des choses qui ne sont pas sonores. Et il y avait quelque chose, en fait, de tellement marquant que d'un seul coup, mon rapport à la couleur et aux formes, je crois, a changé. Et j'ai pu jouer, aux poupées de la même manière. Et il y avait dans mes histoires toujours un moment que je me racontais, une histoire avec un rond, l'emplacement de chaque chose avait un sens, produisait du son. Bon, il y a cette chose-là, et je crois que cette petite révélation, ça a changé le rapport à l'espace complètement. Et je sais que à peu près au même moment, j'imaginais toujours qu'est-ce que ce serait si les maisons étaient inversées. Donc je m'imaginais marcher au plafond, cette chose-là, quoi. Et du coup, le plafond, c'est très lisse, il y a plein d'espace, je m'imaginais glisser sur cet espace, c'est des projections, quoi. Mais tout est devenu beaucoup plus jouant. Peut-être que je m'ennuyais un petit peu, mais ça, c'est normal. Mais ça a modifié complètement ma perception de l'espace. Et votre caméra obscura intérieure s'est déclenchée. Ah oui, peut-être. Bah, sans doute. Et pour terminer cet entretien, est-ce que vous avez une référence ou pas forcément une anecdote, mais une référence littéraire, cinématographique ou autre qui vous a marqué et que vous aimeriez partager? Oui, il y a un livre d'un auteur qui est paysagiste au départ et qui est philosophe maintenant, qui s'appelle Jean-Christophe Bailly et qui a écrit Le chant mimétique. Dans ce livre, il explique comment, justement, l'idée de représentation a évolué. Il y a un exemple très concret, c'est que les premières sculptures, les premières statues, on les pensait comme pleines d'un esprit. Alors, comme on les pensait vivantes, habitées, elles étaient relativement simples,
il n'y avait pas de travail de drapé. En fait, la croyance suffisait. Et puis, quand la croyance est partie, quand on a cessé de penser que ces sculptures étaient habitées par un esprit, alors là, on va dire, la virtuosité artistique, ou en tout cas est apparue, puisque on voit que les sculptures, en fait, on a travaillé leur drapé comme si elles étaient en mouvement. Donc on a essayé de les rendre vivantes. Et donc, je trouve que c'est super marquant de voir comment d'une croyance on passe après à l'idée de l'illusion, et à chaque fois il y a comme ça en fonction de ce en quoi une génération, un siècle croit, on va fabriquer le monde, les objets, et on va leur donner une projection, une consistance différente. Et je trouve que c'était très beau de ce moment-là où dans l'esprit humain on s'est dit en fait non, la statue n'est pas humaine, mais comment n'est pas vivante, mais comment la rendre vivante? On va faire croire qu'il y a du vent qui passe dans sa robe, et donc on va travailler les drapés. Merci à Andrea Baglione pour cette rencontre. Merci également à Zoé Marie qui nous a hébergés le temps de cette discussion. Vous trouverez en détail de l'épisode tous les liens que nous avons évoqués ensemble. Voilà, j'espère que cet échange vous a questionné, inspiré, donné envie d'en savoir plus ou bien simplement accompagné le temps de quelques minutes. La musique est de Anna Lampsous. On se retrouve bientôt pour la suite avec un nouvel épisode. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous et faites-moi vos retours. Vous pouvez aussi laisser des étoiles sur Apple Podcast, ça aide à être référencé. En attendant, je vous souhaite de continuer d'explorer vos possibles. Merci pour votre écoute et à bientôt.